Je tiens d'abord à remercier l'Université de Polynésie française pour son accueil, tous les organismes, les collectivités qui ont apporté leur soutien à la manifestation et tout particulièrement les plus chaleureux remerciements à Emmanuelle Gindre pour son invitation, la qualité de son accueil et l'organisation de ce colloque qu'elle a porté à bout de bras, il faut le dire. Donc encore merci et bravo à elle. Ce colloque aura été l'occasion de... Non, il y a un petit problème de son. Non, ça va? D'accord, c'est moi qui... Donc, ce colloque aura été l'occasion de rappeler que la dignité des personnes détenues peut être envisagée sous de multiples facettes et qu'elle ne se résume pas nécessairement à la seule question des conditions matérielles de détention. Il est néanmoins vrai que c'est au prisme de ces conditions matérielles, comme cela nous a d'ailleurs été rappelé à de multiples occasions, que le juge et de nombreuses autorités de contrôle appréhendent le sujet. Et c'est bien sur ce point en particulier que la situation de l'établissement de Rémire-Montjoly en Guyane s'est faite connaître. La Guyane est une collectivité ultramarine dotée de nombreuses caractéristiques originales. Seul territoire ultramarin continental, qui dispose toutefois d'une façade atlantique de 380 km, seul territoire non indépendant sur le continent sud-américain, seul territoire français ayant des frontières terrestres communes avec des États non membres de l'Union européenne hors du continent européen. Les axes de communication y sont rares et ce sont les fleuves et les cieux qui permettent d'accéder à l'intérieur des terres. Alors, d'une superficie équivalente à celle du Portugal, elle est recouverte à 90% de forêt amazonienne et elle est caractérisée par la richesse de ses sols, peuplés de groupes ethniques très divers, amérindiens, noirs marrons, créoles, émigrés brésiliens, surinamiens, guyaniens, haïtiens, réfugiés Hmong, qui sont des populations évacuées du Vietnam et du Laos dans les années 70 et qui se sont installées dans des communes isolées, des métros, hein, bien sûr, etc. Donc c'est un territoire riche en couleurs, en culture et qui souffre souvent d'une très mauvaise presse et d'une grande méconnaissance de la part de la métropole, peut-être d'ailleurs plus encore que les autres outre-mer. L'une des données que l'on apprend rapidement en arrivant en Guyane, souvent annoncée avec une sorte de fierté un peu vexée, c'est que la frontière franco-brésilienne est la plus longue des frontières de la France, juste avant la frontière franco-espagnole. Et c'est une frontière impossible à surveiller dans son intégralité, à l'instar de la frontière sur le Maroni, qui elle atteint les 510 km. Alors, située sur le plateau des Guyanes, entre ces deux États, le Brésil et le Suriname, l'ancienne Guyane française, comme on la désigne encore parfois, est un territoire où les frontières semblent claires sur le papier, hein, les fleuves Maroni et Oyapock, mais qui s'estompent dans les esprits et dans la forêt. Amenée à parler de la dignité des personnes détenues en Guyane et au vu des quelques informations dont je disposais, j'ai cherché à quelle image je pouvais rattacher ces impressions pour vous amener avec moi en ces terres lointaines. La métaphore, malheureusement, qui sera moins brillante que celle des constellations que nous avons eu la chance d'entendre hier, va se rapporter à une image fluviale. En Guyane, le terme Guyane signifie terre des eaux et c'est l'idée d'une pirogue en perdition, un petit peu ballottée sur les eaux du Maroni, qui m'est apparu, un bateau ivre en quelque sorte, qui risque de s'échouer sur les multiples écueils que nous avons identifiés au cours des diverses interventions ces jours-ci, et contre lesquels les efforts du piroguier peuvent sembler dérisoires. C'est donc ainsi que j'ai construit mon intervention, autour d'une part des divers constats d'atteinte à la dignité des conditions de détention des personnes détenues, et d'autre part en évoquant la longue route qui reste à parcourir pour parvenir à résorber les difficultés constatées. Une pirogue donc en perdition. En tant que colonie pénitentiaire historique de la métropole, comme la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, l'histoire des bagnes a fortement imprégné la construction territoriale et sociale guyanaise à partir du XIXe siècle. On évitera ici les raccourcis simplistes et ni l'imagerie collective associée à la déportation, à la relégation, ni le cadre juridique de ces époques, pourtant pas si lointaines, ne s'applique bien évidemment au milieu pénitentiaire actuel. La question de la dignité des personnes détenues souffre néanmoins de difficultés inhérentes aux spécificités territoriales guyanaises, ce qui transparaît dans le constat unanime de l'indignité des conditions de détention. Des difficultés donc inhérentes aux spécificités territoriales, tout d'abord concernant l'établissement en lui-même, puisque la Guyane ne compte qu'un seul établissement pénitentiaire, le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, qui a ouvert ses portes en 1998, et donc il est situé à proximité immédiate de Cayenne, qui est le chef-lieu de la Guyane. Rémire-Montjoly étant donc la ville qui accueille l'établissement, étant par ailleurs l'une des communes les plus riches de Guyane, qui héberge donc des magnifiques quartiers de villas en front de mer et qui côtoie aussi par endroits la misère la plus profonde.
Le centre pénitentiaire souffre, quant à lui, et ça a été dit d'ailleurs, hein, de certains nombres d'inadaptations au climat et à l'environnement guyanais, l'hygrométrie notamment, hein, qui affecte très lourdement le bâti. Les bâtiments ont donc très mal vieilli. Et donc, s'agissant de la capacité d'accueil, elle était au 1er mars 2022 de 616 places opérationnelles. L'établissement étant composé d'un quartier maison d'arrêt hommes, un quartier centre de détention hommes, un quartier femmes qui regroupe maison d'arrêt et centre de détention et une nurserie, un quartier arrivant, un quartier mineur et un quartier de semi-liberté doté de 26 places. À cette même date, donc 1er mars 2022, la population de l'établissement est composée de 716 hommes et 66 femmes pour un total de 782 détenus. Parmi ceux-ci, environ 30 à 35% de prévenus. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais ça oscille entre ces proportions. Le taux d'occupation moyen de l'établissement est de près de 127% en moyenne, avec néanmoins des disparités importantes, puisque le taux d'occupation en quartier maison d'arrêt hommes est de plus de 150%, alors qu'en centre de détention, il dépasse légèrement les 100%. En situation de surpopulation chronique, malgré une baisse relative des effectifs en 2020, il n'existe pas d'alternative sur le territoire et tout transfert suppose donc un éloignement de plusieurs milliers de kilomètres vers les Antilles ou la métropole. La construction d'une maison d'arrêt, qui a été d'ailleurs mentionnée par Madame la directrice de la mission Outre-mer, est annoncée à l'horizon 2027 à Saint-Laurent-du-Maroni avec 500 places. Concernant le profil pénal de la population, très brièvement, hein, c'est en grande majorité des atteintes aux personnes, atteintes sexuelles ou non, des violences conjugales en raison d'une politique de poursuite qui s'est renforcée ces dernières années en la matière, des vols et cambriolages, pour les moins graves d'entre eux, notamment par une population de toxicomanes. On a aussi un gros problème de toxicomanie chez certaines populations, les trafics de cocaïne, bien évidemment, avec la problématique des passeurs, et dans une moindre mesure, l'orpaillage et toute la délinquance associée. Alors, il faut relever que la population pénitentiaire est composée à très haute proportion de détenus étrangers. 50% des détenus environ, ce sont les derniers chiffres dont je dispose qui datent de 2020, mais la proportion n'a vraisemblablement pas beaucoup varié depuis, aux origines très diverses. Donc on a par exemple des Brésiliens, des Surinamiens, aussi des Guyaniens qui sont des habitants du Guyana, l'ancienne Guyane anglaise, Haïti, voire d'autres pays d'Amérique du Sud. Parmi ces étrangers, on distingue deux profils principaux. D'un côté, les étrangers qui n'ont pas de véritable attache sur le territoire et donc qui ont vocation à quitter le territoire une fois la peine exécutée. Et ça va aussi entraîner toute une série de difficultés sur la partie de la fin de peine, puisque vraisemblablement, c'est ce que les services de l'application des peines semblaient dire, mais la principale solution, c'est celle des libérations conditionnelles éloignement, mais ce qui va poser problème pour les longues peines parce que ça suppose normalement une évaluation, parce que la procédure est la même que pour les autres libérations conditionnelles, donc avec des difficultés, il faudrait envoyer ces personnes en métropole pour évaluation avant libération conditionnelle d'éloignement, et les difficultés aussi d'un éloignement qui, alors maintenant, il y a quelques mesures qui ont été mises en place, mais qui longtemps se réduisaient à, en fait, conduire les personnes en question de l'autre côté de la frontière. Donc au Brésil, on traverse le Yapoc, au Suriname, on traverse le Maroni. Bon, dans la demi-heure, ils peuvent être revenus sans aucun moyen de contrôle sur ces éloignements. De l'autre profil, ce sont des étrangers avec de fortes attaches sur le territoire, souvent avec titre de séjour ou en tout cas pouvant en bénéficier, avec une famille, un établissement ancien sur le territoire, et ceux-là ont vocation à rester en Guyane et à entrer donc dans un parcours de réinsertion, notamment par un aménagement de peine. La problématique ici, c'est plutôt celle de souvent de la régularisation du séjour, parce qu'a priori, ils peuvent en bénéficier, mais il y a là aussi des démarches qui sont mises en place, mais ça a été jusqu'à présent très problématique. Une autre problématique aussi qu'on constate, c'est l'insuffisance des structures d'accueil en psychiatrie classique, donc ce qui a conduit au maintien en détention de personnes atteintes d'importants troubles psychiques, parfois dangereux, sans aucune perspective de prise en charge adaptée pour ces personnes. Enfin, un dernier point qui est souvent mentionné, c'est celui des violences. On note un climat de violence qui règne de longue date à Remiremont-Joly, aussi bien entre les détenus, avec notamment des phénomènes de gangs qui ont été déjà mentionnés hier, liés en partie au contexte culturel sud-américain. Et il y a aussi un phénomène de mini-gang chez les jeunes mineurs qui se développent dans les quartiers, avec les conséquences
associés en détention, mais aussi avec des surveillants, envers les surveillants et par les surveillants. Ça aussi, ce sont des problématiques qui ont déjà été en maintes reprises signalées. Alors, ces premières difficultés évoquées, les constats sont unanimes pour dénoncer l'indignité des conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémy-Montjoly. Si, à la différence de plusieurs établissements d'outre-mer, parmi lesquels les établissements antillais, donc les plus proches de Ducos et de Baie-Mahault, respectivement en Martinique et en Guadeloupe, le centre pénitentiaire de Rémy-Montjoly n'a à ce jour pas fait l'objet d'une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme, mais il serait quand même un peu aventuré de s'en satisfaire, car le constat de l'indignité des conditions matérielles de détention le concernant ne manque pas. Alors, que ce soit du côté des autorités indépendantes de contrôle et du juge administratif. Les autorités indépendantes de contrôle, je vais passer rapidement, mais ont de longue date mis en évidence des carences dont souffre l'établissement. Ça a été d'abord le comité de prévention contre la torture qui, lors de sa première visite en 2008, avait publié des premières conclusions qui relevaient une situation de grave surpopulation carcérale, un manque d'occupation pour les détenus, des conditions d'hygiène et de salubrité indignes et un accès aux soins extrêmement limité. La CNCDH, dans son rapport de 2017 relatif à la question des pénitentiaires en Outre-mer, relève là aussi le climat de violence et de tension au sein de l'établissement, avec donc les violences entre détenus, mais aussi les violences commises par les personnels sur certains détenus. Situation dont la dénonciation par la direction de l'établissement à partir de juin 2015 avait entraîné de violents mouvements sociaux et des mutineries au sein de l'établissement. Donc il y a des mesures qui ont ensuite été prises pour essayer de résorber la situation de violence avec des recours, des programmes de lutte contre la violence et des techniques de médiation. On verra par la suite qu'elles ont quand même été progressivement désinvesties, qui a entraîné une remontée des niveaux de violence par la suite. Enfin, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, ça a été dit également hier, avait publié des recommandations en urgence le 17 décembre 2018 à la suite d'une première visite, d'une visite en novembre 2018. Et ces recommandations sont ensuite reprises dans le rapport de visite. Alors, elles mettent en évidence l'état de surpopulation chronique encore de l'établissement, les conditions d'hébergement indignes avec des cellules collectives surencombrées, insalubres, sales. Et à titre d'exemple, à l'époque, les seules douches véritablement accessibles étaient les douches de la cour de promenade, collectives, à la vue de tous. Les seules douches intérieures collectives étaient quant à elles dans un état de délabrement d'insalubrité extrême, et donc on ne permettait pas aux détenus d'y accéder. À cela s'ajoute d'ailleurs à l'époque encore la persistance des violences au sein de l'établissement. Devant les juridictions administratives ensuite, là aussi, les détenus n'ont pas tardé à se saisir des diverses voies de recours qui ont été présentées hier par notre collègue de Pastorel pour faire valoir les conditions de détention contraires à la dignité humaine. Ainsi, donc, c'est d'abord la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui avait dès 2011 reconnu le préjudice subi par une personne détenue à Rémy-Montjoly en raison de ses conditions de détention et qui lui avait octroyé une indemnisation de 3 000 € à l'époque. Par la suite, d'autres décisions sont intervenues, démontrant la persistance d'une situation hautement problématique. Et récemment encore, le Conseil d'État a été amené à statuer en référé. C'est une décision du 4 avril 2019 qui confirme en partie la décision de première instance, en ordonnant, par exemple, d'assurer un accès régulier aux douches, l'aménagement d'un local pour les fouilles intégrales et l'installation de cloisons de séparation de toilettes dans les cellules. Les autres mesures qui avaient été ordonnées par le TA avaient vraisemblablement été mises à exécution entre-temps ou étaient en cours d'exécution, donc le Conseil d'État ne s'est pas prononcé là-dessus, mais enfin, il y avait toute une série là, de mesures d'ératisation, toutes sortes de nuisibles, toutes les mesures classiques qu'on a pu entendre depuis hier. En mars 2022, donc données les plus récentes dont je dispose, indiquent que Rémire demeure l'un des établissements les plus surpeuplés d'outre-mer. Alors, récemment, ça n'a pas été mentionné par Madame la directrice de la mission Outre-mer, mais les données telles qu'elles sont présentées par l'administration pénitentiaire, en tout cas, laissent apparaître ce chiffre, puisque le taux d'occupation que j'ai mentionné tout à l'heure, de 152% en classe des maisons d'arrêt, et ça dépasse légèrement les 100% en centre de détention. Donc, la dignité, ça a été dit, est une notion difficilement préhensible, une notion volatile, et s'en tenir à des questions quasi comptables de taux d'occupation et de conditions matérielles peut sembler réducteur au vu des nombreux enjeux de la dignité en détention.
Mais ainsi ramenée à des réalités concrètes et matérielles, la dignité peut néanmoins être envisagée comme une boussole qui indiquerait la voie à suivre pour parvenir à une amélioration durable de l'hébergement et de la prise en charge pénitentiaire des personnes détenues. Pour la Guyane, donc, en revenant à ma métaphore fluviale, la rive semble lointaine, l'embarcation, malgré les efforts indéniables des acteurs engagés, peine à trouver son chemin. Un voyage donc en eau tumultueuse. Le constat ainsi établi, il reste à présent à l'administration pénitentiaire et au ministère de la Justice, bien évidemment, de trouver des solutions à cette situation. Les remèdes proposés sont, encore aujourd'hui, incertains et les efforts déjà fournis nécessitent d'être consolidés. Donc, des remèdes incertains d'abord. Je dois avouer qu'il m'a été difficile de me faire une idée précise de la politique pénitentiaire menée en Guyane, faute d'obtenir la communication d'éléments sur ces points par les autorités concernées. Je pense que ça aussi, ça doit être dit. La reconstitution de quelques éléments à partir de bribes d'informations recueillies ça et là me permettent de vous en donner un aperçu. Et les remèdes sont donc incertains à deux titres. D'une part, ils sont incertains dans leur existence même, hein, puisque ce que je vous dis là est à prendre avec quelques pincettes. Et faute d'éléments de vérification, pardon, et incertains quant à leur effectivité. Alors, concernant d'abord les mesures engagées, et je m'en tiendrai ici aux mesures engagées suite aux injonctions du juge administratif, hein, puisque concernant les mesures engagées suite aux recommandations du CGLPN, on en aura un aperçu vraisemblablement dans le prochain rapport annuel. Alors, concernant les mesures ordonnées par le juge administratif, il est déjà difficile d'obtenir des informations concernant leur mise à exécution. Alors, je vais faire un petit point de droit administratif ici, mais cela a déjà été dit, le référé liberté a été considéré comme un recours ne présentant pas l'effectivité requise par la Cour européenne des droits de l'homme pour la cessation des conditions de détention contraires à la dignité humaine. Mais au-delà de cette question de l'effectivité du recours, se pose aussi la question de l'effectivité des mesures ordonnées par le juge administratif des référés et de l'étendue de leur exécution par l'administration pénitentiaire. Le Conseil d'État a déjà eu l'occasion de préciser qu'il ne relève pas de l'office du juge des référés de prononcer des mesures destinées à assurer l'exécution des mesures qu'il ordonne. Mais le juge administratif du fond peut, lui, contrôler l'exécution des mesures ordonnées par le juge du référé. Le requérant doit alors agir rapidement, on l'a rappelé d'ailleurs récemment le Conseil d'État, sachant qu'un tel contrôle, nécessairement tardif, ne sera pas forcément adapté à des mesures supposément prises à brève échéance. Et comme l'a d'ailleurs laissé entendre le Conseil d'État. Les alternatives pour justement demander la vérification de la mise à exécution de ces mesures ne sont pas très prometteuses, puisque c'est soit une demande au juge des référés de nouvelles mesures à la suite d'une première décision pour vérifier ou exécuter sous astreinte les mesures ordonnées. Donc ça a été le cas récemment dans une décision concernant d'ailleurs, ça a été cité hier par M. Serré. Mais donc, première solution. Deuxième solution, une nouvelle demande de référé liberté sur le fondement de l'inexécution des mesures préalablement ordonnées. C'est le Conseil d'État lui-même qui indique ces voies possibles. La difficulté consiste alors dans la démonstration de l'inexécution des mesures ordonnées, puisque l'administration pénitentiaire se refuse souvent à communiquer les éléments sollicités par les requérants et le juge administratif exclut de mettre à la charge de l'administration toute obligation d'information de la partie requérante. Cette position du juge donc suppose de faire reposer l'assurance de l'effectivité des mesures ordonnées par le juge sur la seule réactivité de la partie requérante. Donc, je vous cache pas qu'il s'agit le plus souvent d'une association particulièrement pugnace en la matière, l'OIP, et dès lors, faute de véritable contrôle juridictionnel effectif de l'exécution des mesures ordonnées, il est à craindre que nombre de ces mesures demeurent lettre morte, je ne pense pas, mais en tout cas soient exécutées partiellement ou de manière tardive. Alors, si les requérants rencontrent déjà des difficultés pour obtenir des informations sur les mesures qu'ils ont eux-mêmes obtenues, imaginez alors ce qu'il en est d'un chercheur universitaire sans intérêt direct. Concernant l'exemple de la mise en œuvre de la décision du Conseil d'État rendue le 4 avril 2019 concernant le centre pénitentiaire de Remire-Montjoly, les éléments obtenus par des voies détournées, j'insiste, font état de la réparation et de la remise en état de douches collectives intérieures, l'installation de rideaux de douche pour séparer les toilettes du reste de la cellule en attendant l'installation de cloisons durables dont les plans étaient dessinés et l'appel d'offres devait être publié fin 2021-2022, enfin, je ne sais pas où ça en est, et la création de locaux de fouilles dédiés, puisque c'était les injonctions qui avaient été émises par le Conseil d'État. On en saura davantage, hein, je pense, avec le prochain rapport, je l'ai dit, du CGLPF.
Donc ça, c'était le premier aspect sur les mesures ordonnées et l'exécution de ces mesures. Un autre aspect qui est aussi alors souvent mentionné, ce sont les questions relatives à l'emploi en matière pénitentiaire. Donc je ne m'attarderai pas trop puisqu'il y a une intervention qui va suivre sur ces questions-là, mais ça a été dit et ce n'est pas un secret. À l'heure actuelle, et comme dans de nombreux établissements d'outre-mer, seul le service général propose des emplois aux détenus et il n'y a que très peu de formations professionnelles. Une quinzaine en avait bénéficié en 2020, par exemple. Ceci n'est pas satisfaisant, d'autant que cela a un impact sur l'objectif de réinsertion et, comme cela sera certainement rappelé, sur l'estime de soi, la restitution d'une forme de dignité pour les personnes détenues. Mais il est vrai aussi que quelques lueurs d'amélioration apparaissent, comme ça a été d'ailleurs mentionné par Madame la directrice de la mission Outre-mer, avec notamment le projet de mise en place de formations professionnelles rémunérées en partenariat avec la CTG, la collectivité territoriale de Guyane. Des efforts sont donc fournis, reste à présent à les consolider, et ce sera ma dernière partie. De nombreux efforts sont mis en œuvre par les différents acteurs impliqués, car, comme cela a d'ailleurs été rappelé par les différents intervenants ces jours-ci, la prison est en bout de chaîne pénale, et ce sont donc tous les maillons de la chaîne qui doivent participer et poursuivre l'effort pour produire un résultat satisfaisant. C'est donc en premier lieu l'autorité judiciaire qui doit investir et qui commence à investir ses compétences en matière d'aménagement de peine. Alors, aménagement ab initio, aménagement en cours d'exécution ou en fin de peine. Pour les aménagements ab initio, il faut reconnaître qu'en Guyane, alors les données là encore remontent un petit peu, mais ils sont extrêmement faibles puisqu'en 2019 par exemple, seuls 2 aménagements ab initio avaient été prononcés par le tribunal correctionnel. Pour les aménagements en fin de peine, d'après les tableaux de statistiques trimestrielles, donc du 31 mars 2022, du 1er mars au 31, je ne sais pas, Remire-Montjoly est le 2e établissement de taille considérable ayant le moins recours, en partant du bas, aux aménagements. Ce sont des données brutes. Je ne vais pas vous faire ici le détail, j'ai un tableau pour qui souhaite le consulter. Donc après, celui du port à La Réunion. Alors, les explications, elles sont diverses. Ça tient notamment à une politique d'application des peines à minima, une juridiction aussi vraisemblablement sous-dimensionnée, un suivi difficile en raison aussi des spécificités géographiques du territoire. Il y a quand même une volonté marquée de développer le recours à ces aménagements, mais ça demande pas mal d'investissements. La problématique aussi, qu'on n'a pas trop mentionné, mais du turnover des magistrats sur des postes comme ceux-là, qui empêche aussi le suivi de politiques à moyen terme, et qui vont obérer forcément la mise en place de ces politiques. Il faut aussi mentionner le taux important d'aménagement quand même des courtes peines, puisque d'après les statistiques dont je dispose, on n'est pas loin des 70-75% en général, sur l'article 723-15 du Code de procédure pénale. Des efforts ont été déployés pour privilégier notamment le recours au placement sous surveillance électronique. Alors ça, on en venait de loin, parce qu'à l'époque, il y avait très très peu, ça commence à se développer, notamment pour les personnes condamnées pour transport de cocaïne, qui constituent quand même un vivier important de la surpopulation carcérale, notamment chez les femmes. Alors, au départ, pour les femmes, on utilisait beaucoup la libération conditionnelle parentale, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait très peu de suivi des mesures et que ça posait problème en termes de contrôle de la récidive, notamment de la prévention de la récidive. Et donc, ils ont développé petit à petit ce recours au placement sous surveillance électronique, devenu détention à domicile sous surveillance électronique, avec quand même des difficultés. Alors, sur certaines communes isolées, ce n'est pas faisable matériellement, c'est vraiment problématique. Et parce qu'on a quand même une population importante qui vient du fleuve, donc le fleuve c'est le Maroni, où justement ce sont ces problématiques-là qu'on rencontre, la difficulté de mise en place d'un système efficace de surveillance électronique. Il y a aussi d'autres mesures qui ont été mises en place, des stages de sensibilisation pour justement cette population de passeurs de cocaïne, qui semble donner quelques résultats intéressants, mais ça reste quand même extrêmement limité en termes de population cible. Sur la libération sous contrainte aussi, il a été noté par le JAP qu'elles étaient parfois refusées par certains détenus car, étant en situation irrégulière, ils ne souhaitent pas quitter le territoire.
Et il y a aussi le problème récurrent de la justification d'un hébergement nécessaire à la mise en place de ces mesures. Alors, une petite note sur les aménagements en placement extérieur ou en semi-liberté. Il y a donc, je l'ai mentionné, un centre de semi-liberté, mais qui présente quand même quelques inconvénients. Il n'est pas adapté à l'accueil de davantage de personnes. Ce sont des cellules collectives et elles sont déjà occupées, et donc on pourrait retomber dans les mêmes problématiques qu'en milieu complètement fermé, donc ça serait dommage. Il y a aussi un souci qui a été pointé à diverses reprises du manque d'occupation en dehors des temps donc passés en milieu ouvert. Quand ils reviennent à l'établissement, ils n'ont rien à faire puisqu'il n'y a rien de prévu. Donc beaucoup d'oisiveté, d'ennui. Donc ça aussi, c'est pas forcément très encourageant pour la réinsertion. Concernant les améliorations matérielles, je n'y reviens pas. Elles sont vraisemblablement en cours. Il y a quand même toujours pas de douche en cellule et ça sera vraisemblablement difficile à mettre en œuvre. Et je vais quand même vous donner les éléments que m'a fourni l'administration pénitentiaire, parce que je suis peut-être un peu mauvaise langue quand je dis qu'on ne m'a rien communiqué. Je vous lis texto la réponse. Des mesures ont été mises en place pour remédier à la situation carcérale de Remiremont-Joly, et la mission Outre-mer travaille encore à l'élaboration de nouvelles mesures visant à améliorer les conditions de détention des personnes placées sous main de justice. Il s'agit d'un travail de longue haleine en regard notamment de l'ancienneté du bâti. Ouais. Wait and see, donc on va voir ce que c'est ce travail de longue haleine. S'agissant enfin de la construction du nouvel établissement à Saint-Laurent-du-Maroni, il s'agit certes d'une mesure indispensable à l'heure actuelle, mais qui ne résoudra pas tout, puisqu'on l'a dit, et ça a déjà été maintes fois rappelé, chaque création de place produit un effet d'appel d'air. Alors, ça va quand même permettre de répondre à des problématiques concrètes, telles que la surpopulation, l'éloignement du seul établissement actuel des communes qui sont sur le fleuve Maroni, ou encore la possibilité de transfert, peut-être, mais probablement pas, puisqu'il s'agirait d'une maison d'arrêt, mais enfin, si les conditions sont meilleures qu'à Remiremont-Joly, possibilité de transfert liée au nouvel article 803. Ainsi, et pour conclure, nous le voyons, la pirogue n'est pas sortie des rapides. Le piroguier a trouvé un cap, fixé par la boussole de la dignité, formulant donc le souhait que la politique pénitentiaire en Guyane connaisse un jour un retour à des eaux plus calmes, éloignées des tumultes auxquels elle est confrontée depuis de longues années, pour enfin atteindre les rives plus apaisées et des conditions de détention conformes à la dignité humaine. Je vous remercie.